Bonjour à tous. Je propose qu'on commence. Merci d'être là une nouvelle fois. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on fait ces experts tips tous les mois avec Gain Assurance, Dangean et Associés, Annex et le CJEC. Moi, je suis Élise Ponce, je travaille chez Dangean et Associés. Aujourd'hui, on va parler jusqu'à 14 heures dans un premier temps de la communication financière avec Kevin qui nous donnera des astuces pour analyser un indicateur non normalisé. Et ensuite, on laissera la parole à Inès qui parlera des garanties emprunteurs côté Gain Assurance. N'hésitez pas à bien couper vos caméras, vos micros pour que tout marche bien, pour que on s'entende bien et qu'on laisse la parole à nos intervenants. Kevin, à toi. Merci Élise. Bonjour à tous. Alors du coup, le sujet du jour pour la partie, Dangean et associés, ça sera la communication financière, les astuces pour analyser un indicateur dit non normalisé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel sur, déjà je me présente. Moi je suis directeur de mission au sein du cabinet, Dangean et associés et ça a été mon sujet à la fois du mémoire DSCG, que j'ai par la suite après reapprofondi pour le mémoire du DEC, du diplôme d'expertise comptable. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne particulièrement et je vous propose aujourd'hui de vous partager, ma connaissance dessus. Alors déjà, de manière rapide, qu'est-ce qu'une communication financière? Alors, c'est un terme qui n'a pas de définition officielle. Toutefois, il y en a qui se prononcent dessus. Celle qui est la plus générique, c'est celle qui est publiée dans le Vernimmen. C'est, la transmission par l'entité au marché et plus généralement au grand public d'informations financières la concernant. Attention, là, on est sur la communication financière. On n'est pas sur une communication qui est généraliste. On vient cibler des indicateurs et ces indicateurs-là peuvent être normalisés ou non. Même si une entreprise ne le dira jamais, en tout cas de cette manière-là, la communication financière a pour objectif, avec des termes un peu plus, classiques, informer, convaincre et séduire les parties prenantes. C'est-à-dire que si je prends le parti pris de faire une communication financière, déjà où il y a une partie qui est obligatoire prévue par la loi et une prévue qui n'est pas qui est facultative et là, c'est l'entreprise qui prend, une décision volontaire de publier une information en plus que ce qu'elle doit faire au strict minimum, et bah, on cherche vraiment à informer, convaincre et séduire les parties prenantes et notamment les investisseurs pour, capter les capitaux et leur intérêt pour l'entreprise. Alors déjà, avant de présenter les indicateurs non normalisés, on va d'abord présenter les indicateurs normalisés. Ah bah, comme son nom l'indique, c'est un indicateur qui est normé. C'est-à-dire que si maintenant je prends un texte de loi, eh ben, j'aurai sa définition. Concrètement, en norme française, le résultat exceptionnel est défini par le plan comptable général. On le rappelle, la comptabilité, c'est du droit comptable. Donc l'indicateur est défini clairement dans un texte précis, du PCG, en l'occurrence le 513-5. Donc jusqu'à là, on est en phase avec ce qu'on a connu pendant des années, voire même des siècles avec la communication financière, bon qui a évolué depuis, mais c'est-à-dire qu'on a un indicateur, on sait comment il est composé et en tant que tel, si je le lis dans une société A ou une société B, et ben, je pourrais le lire de la même manière parce qu'il est défini de la même manière. Et du coup, on en vient du coup à comparer ces indicateurs-là aux indicateurs non normalisés. Alors, un indicateur non normalisé, vu que ça n'existe pas en théorie, façon de parler, il n'y a pas de définition claire dessus. C'est un indicateur qui n'est prévu par aucun texte. C'est-à-dire que, l'exemple le plus, frappant, par exemple, c'est l'EBITDA. Et ben, on entend beaucoup parler de l'EBITDA dans les médias spécialisés. Eh bien, en réalité, l'EBITDA, vous trouverez jamais un texte qui dit que, bah, l'EBITDA, pour toutes les entreprises qui publient l'EBITDA, bah, sa définition, c'est A plus B plus C. En réalité, d'une entreprise à l'autre, ça peut être A, une autre, ça peut être A plus B et l'autre, ça peut être A plus B plus C. Vous voyez? Donc il y a une sorte de, l'absence de texte peut créer des avantages et inconvénients
Et là, pour le coup, l'objet de cette expertise, ce n'est pas de se prononcer forcément sur c'est bien, c'est pas bien, mais par contre, voilà, de dire qu'il faut faire attention lorsqu'on lit ces indicateurs qui ne sont prévus par aucun texte, parce qu'en réalité, il y a un risque, non pas de manipulation, on va pas aller jusqu'à là, mais du coup de dérive de la communication financière. Il est beaucoup plus aisé de lire une communication financière ayant des indicateurs prévus par des textes, parce qu'on sait que si je vois l'indicateur A, et ben A c'est 1 plus 2, plutôt qu'un indicateur qui est en quelque sorte fait maison par la société, et là il y a un vrai danger. Alors, ce qu'il faut savoir avec les indicateurs non normalisés, il y en a de différents types. Là, concrètement, on distingue 3 grandes catégories. Celles qui sont liées au profit, heu, celles qui sont liées au profit, ceux qui sont liés à la rentabilité, ceux qui sont liés à la création de valeur. Bien évidemment, pardon, on peut en distinguer d'autres, par exemple, sur la trésorerie. Là, ici, vous avez l'abréviation, j'en suis sûr, vous en connaissez la plupart. L'objet de ces slides-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, les indicateurs non normalisés ne sont plus un effet de mode. Il n'y a plus aucune, communication financière qui ne comporte pas au moins un indicateur non normalisé. Donc, autrement dit, quelqu'un qui ne sait pas lire ces indicateurs financiers aujourd'hui est incapable de lire une communication financière. C'est-à-dire que appréhender les indicateurs non normalisés, c'est une condition aujourd'hui sine qua non pour vraiment être capable, bah, de prendre une décision suite à la lecture de comment dire? D'une communication financière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ces indicateurs financiers-là sont un danger ou non pour les communications financières? En réalité, tout dépend de la bonne foi, des dirigeants. Et de toute façon, si le dirigeant n'est pas de bonne foi, bah, c'est le marché qui va sévir. C'est-à-dire que si maintenant moi j'ai une entreprise et je communique un indicateur financier non normalisé qui soit pas du tout pertinent, et bah, ça peut être sûr que sur internet et sur les réseaux sociaux, ils vont dire: «Bah, là, le dirigeant il a complètement déconné, il communique sur n'importe quoi, il veut se donner raison». Donc en réalité, là, je vais plus être informatif, je vais être opportuniste. Vous voyez? Et là, en réalité, on voit qu'il y a une étude qui a été menée sur 1 900 entreprises américaines. Alors, ce qui est vrai en comptabilité française l'est encore plus dans les comptabilités anglo-saxonnes, parce qu'aux États-Unis, les indicateurs non normalisés ont complètement écrasé les indicateurs normalisés. Donc en réalité, aux États-Unis, c'est encore plus dur de lire des états financiers que ça ne l'est en France. Alors, juste, je vais vous donner ici, je vais pas tout vous lire, sinon on va manquer de temps. Mais c'est quoi la différence entre un dirigeant informatif et un dirigeant opportuniste? Bah, celui qui informe, c'est celui qui, par exemple, s'il a publié en N-1 un indicateur non normalisé et que celui-ci est inférieur à celui qu'il aurait publié en indicateur normalisé, GAP, et ben là, pour le coup, il accepte d'envoyer un message au marché de ne pas changer sa formule de calcul, mais de dire: «Écoutez, je l'ai mis l'année dernière comme ça, je maintiens la méthode et du coup, je présente un indicateur non normalisé, donc non obligatoire, inférieur à celui qui aurait à celui que j'aurais présenté, si j'avais respecté les règles strictes de communication financière». Celui qui est opportuniste, vous voyez, il retire de la variable parce que c'est lui qui est à la main, c'est un indicateur qui est prévu par aucune norme, il retire le 0,25, donc ça va faire 1 et 1. Alors ici, voilà, je vous laisse vous prononcer dessus, c'est pas vraiment l'objet, on n'aura pas le temps de traiter ce point-là en 15 minutes, mais les supports audités de la communication financière, on peut dire un peu bizarrement, mais c'est pas une critique, comportent moins d'indicateurs normalisés que ceux non audités. Autrement dit, les supports de la communication financière faisant l'objet d'un contrôle par des tiers, eh bien, il y en a moins. Et les communications financières qui sont facultatives, par exemple un dirigeant qui prend la parole sur YouTube pour présenter des chiffres clés non normalisés, eh ben là, il y en a beaucoup plus que lorsqu'il y a, par exemple, un commissaire aux comptes qui audite la communication financière. Ici, cette slide, c'est un petit point rapide. C'est pour dire que, par exemple, dans l'exemple du CAC 40, 39 des 40 sociétés de l'indice ont au moins un administrateur en commun.
Autrement dit, il y a ce qu'on appelle un lien de sang entre les entreprises du CAC 40. Les entreprises du CAC 40 publient tous des indicateurs non normalisés et pourtant, une étude en 2020 a démontré que 9 personnes sur 10 ne peuvent pas définir clairement ce qu'est un indicateur non normalisé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un vrai point à analyser sur ces indicateurs-là. On a tellement l'habitude d'avoir des règles carrées à la française sur les indicateurs pour les définir qu'on en oublie que l'IFRS, les normes internationales, ont venu créer une flexibilité très forte sur l'usage de ces indicateurs-là. Donc cette slide a pour objectif de démontrer que si maintenant il y a un dirigeant qui est présent dans 15 entreprises et que ce dirigeant est très influent et qui considère que ces indicateurs-là sont pertinents pour la communication financière, vous pouvez être sûr qu'il va avoir un comportement moutonnier sur l'ensemble du réseau. Cette slide-là, c'est pour dire également que ces indicateurs non financiers, non normalisés, pardon, ont un public très diversifié, mais surtout les apporteurs de capitaux étrangers. Par exemple, il y a quasi la moitié de la détention des sociétés du CAC 40 du CAC 40 sont par des non-résidents. Ces non-résidents sont essentiellement des anglo-saxons. Les anglo-saxons ont une appétence très forte à ces indicateurs non financiers. Autrement dit, si maintenant je prends le parti pris de ne pas les publier, bah, ça va porter préjudice. Je ne pourrai pas capter, parce qu'entre guillemets, ça répond à un besoin du marché. Donc en réalité, on n'est plus sur un effet de mode. Là, on est vraiment sur une nécessité. Si on veut avoir une communication financière pertinente, il faut les mentionner. Et donc, si on veut les mentionner, il faut d'abord les interpréter. Et c'est un peu l'objet de ce live d'aujourd'hui. Cette slide-là, en fait, ça a pour objectif de démontrer que si maintenant, demain, vous montez une société, et imaginons qu'elle soit cotée en bourse, si vous ne publiez pas ces indicateurs non normalisés, eh ben, ça sera le marché qui le fera pour vous. Donc, en réalité, aujourd'hui, ces indicateurs-là, c'est même plus une option, c'est une fatalité. C'est-à-dire que il va avoir les sites d'analyse financière qui vont mener l'analyse pour vous. Sauf que on a peut-être tout intérêt à nous-mêmes les publier, parce que l'EBITDA, on a vu que bien qu'il y ait un consensus dans le marché sur comment le définir, il n'y a pas de définition claire dessus. Peut-être que moi, dirigeant, je serais mieux habilité à créer un EBITDA avec des variables que je maîtrise mieux qu'un analyste financier qui n'est pas sur le terrain, quoi. Donc en réalité, cette pression du marché fait qu'une entreprise qui initialement ne voulait pas en publier bah, va en publier parce que ça répond à un besoin, mais surtout que si elle ne le fait pas, on le fera pour elle. Il reste encore 2 slides, je termine rapidement. Il faut distinguer la notion de communication financière au sens légal et celle qu'on peut appeler également de marketing financier. Attention, le marketing financier, ça ne veut pas dire que je fais une communication financière trompeuse. Non, loin de là. Là, pour le coup, c'est de la fraude. Le marketing financier, c'est en fait la forme de la communication financière. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous regardez une communication financière d'une société cotée au CAC 40, par exemple, vous n'allez pas voir une balance, un grand livre et un état financier. Celui qui fait ça, vous pouvez être sûr qu'il va attirer personne. Ce sont généralement des communications financières de plusieurs centaines de pages, parfois même plus de 1000 pages. Et on pourrait même se poser la question si finalement la forme, la nécessité, la mise en page, la charte graphique, etc., nécessaire à cette communication, bah, prend pas autant de temps finalement que le fond, les données chiffrées. Donc vous voyez, et en fait, ce qu'il faut retenir de cette communication financière-là, bah, pour qu'elle bascule vers le marketing financier, eh ben, les indicateurs non normalisés jouent un rôle très important. Parce que la communication financière, c'est qu'est-ce que me demandent les règles, et le marketing financier, c'est OK, il y a des indicateurs en plus possibles que je peux publier, eh ben, je les publie pour capter le plus de monde possible. Cette slide-là, en fait, a pour objectif de démontrer que ces indicateurs non normalisés sont omniprésents. Vous voyez, allez sur Twitter, allez sur Facebook, allez sur Instagram, allez sur LinkedIn, n'importe quel réseau social que vous voulez. Aujourd'hui, les communications financières sont et doivent être innovantes. Et pour être innovantes, il faut mettre des chiffres clés. Et une étude de 2019 a démontré que
9 chiffres sur 10, donc c'est quand même énorme, hein, c'est 90 des chiffres qui sont publiés, sont non normalisés. C'est-à-dire que c'est à l'entreprise de définir cet indicateur. Je terminerai juste par dire que, attention, cette non-normalisation aujourd'hui, elle a des dérives dans certaines communications financières. Je vous laisse aller voir le cas de Vivendi sur internet. Vivendi a été lourdement sanctionnée parce qu'elle a communiqué des indicateurs non normalisés qui étaient non pertinents, voire trompeurs pour les parties prenantes. Eh bien, il en ressort que face à cette dérive potentielle, il y a de plus en plus de recommandations, par exemple l'EBITDA égale ça plus ça plus ça. Et ben, vous voyez, le fait de suivre la recommandation des autorités compétentes, et ben, c'est une présomption d'innocence que je ne cherche pas à frauder sur mes indicateurs. C'est-à-dire que voilà, si un jour on vient me voir, on me dit: «Écoutez, votre indicateur, il n'est pas pertinent», ben, et ben, on peut répondre: «Bah, j'ai suivi la recommandation de tel organisme et du coup, c'est plus facile à défendre que si on fait un indicateur qui est 100 maison. Et c'est ce qui est vrai pour la communication financière externe et également encore plus vrai pour les indicateurs financiers internes. Par exemple, dans les reportings que nous gérons chez Dangean, certains, par exemple, asset managers, utilisent des indicateurs qui sont propres à eux et qui sont définis par eux-mêmes. Voilà, j'ai essayé de compresser au mieux possible pour que ça reste dans le format, expert tips. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser après l'intervention de Gain Assurance, et voire même par la suite si vous voulez, par LinkedIn ou autre, c'est avec plaisir.